Bonjour, ici Herman Charret qui vous souhaite la bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, nous recevons, dans le cadre de notre émission, Mme Bibiane Tremblay, qui vient nous parler de la chorale L'Écho des montagnes et d'un spectacle à venir très bientôt ici à Baie-Saint-Paul. Nous allons également recevoir Mme Karine Horvat, présidente de la COFEC, et Mme Cathy Martin, qui elle est directrice générale du Festival de peinture Rêve d'automne. Et là, on va parler voyage d'une délégation qui s'en va en Chine avec des artistes d'ici. Très intéressant, vous allez voir. Et enfin, Mme Caroline Perron, qui est directrice du Musée des moulins de l'Île aux Coudres, qui vient nous parler effectivement des moulins. Hein? On parle de moulins d'eau et moulins à vent, et bien sûr de plein d'autres choses. Bonne émission. Alors, Mme Bibiane Tremblay, membre de la chorale L'Écho des montagnes, bonjour. Bonjour. L'Écho des montagnes, on est toujours présent, on fait écho à la chanson. Tout à fait. Depuis 30 ans maintenant? Depuis au moins 30 ans, oui, c'est ça, que ça existe. C'est quand même pas, non, comment dire ça, c'est pas banal, Non, là, c'est pas 30 banal. ans. Ça a perduré dans le temps, dans le fond, c'est ce qui est bien aussi, là, avec tous les membres qui ont passé comme choristes, à la fois à la direction, accompagnateurs au piano, tout ça. Fait que, Puis en ça a 30 déplacé ans, quand même beaucoup de gens. vous êtes allé visiter différents types de chansons. D'organisation. Ouais. On a fait des échanges aussi avec d'autres groupes de musique, des harmonies scolaires, des chorales aussi. Fait qu'on a touché à un répertoire assez varié. Il y a de l'expérience, là. Il y a de la richesse dans tout ça. Oui, il y a de la richesse, puis il y a des belles choses qu'on a appris, des gens intéressants qu'on a rencontrés également. Alors, je pense qu'on y trouve notre compte, là. C'est génial, ça. Bien sûr, là, on est en 2017, il y a un nouveau spectacle qui s'en vient. Oui, le concert du printemps. Nous, on termine toujours avec un concert de fin de session. Alors, ça va être dimanche prochain, le 21 mai, à 14 h au Centre communautaire. Ça va être notre dernier concert pour la saison. La saison 2016-2017. Oui, c'est ça. Parce exactement. qu'on commence plus en septembre, puis on termine ça au printemps, puis on prend l'été de congé. C'est ça. Comme tout le monde. Absolument, oui. Des fois, il se rajoute des petits événements durant l'été, là, mais c'est plus ou moins fréquent. OK. Le thème, c'est chanter la bonne chanson. Oui, chanter la bonne chanson parce qu'on a fait un répertoire qui est tiré des cahiers de la bonne chanson. Alors, beaucoup de gens connaissent ces airs-là parce que c'est des airs qui sont connus. Des gens ont fredonné ça dans leur enfance. Alors, on a pensé aller chercher ce répertoire-là parce qu'à chaque année, il faut trouver un thème, il faut trouver une variété de pièces différentes pour ne pas reproduire à chaque année la même chose, évidemment. Donc, cette année, c'est la bonne chanson. Alors, c'est des chansons qui ont été tirées des répertoires des frères des écoles chrétiennes. OK. C'est du folklore? C'est du folklore. Des chansons populaires? C'est des chansons populaires assez animées. Si on pense, par exemple, à Vive la Canadienne, Le Petit Mousse, Le Petit Voilier, C'est la Belle Françoise. Toutes ces chansons-là qu'on a connues, qu'on a fredonnées, les gens même un petit peu plus vieux que nous, évidemment. Mais les gens vont s'y reconnaître Ils vont facilement. quasiment chanter en même temps que vous Oui, autres. bien, c'est là. ce qu'on souhaite, que les Hein? gens fredonnent en même temps, aussi ces airs-là. Ah, c'est bon, ça. Et puis c'est sous la direction de M. Michael Racine. Exactement, accompagné au piano par Mme Renée Gagnon. C'est un duo qui se connaissent bien. Oui, c'est ça, on travaille avec eux aussi depuis déjà quelques sessions. Alors, ça va bien et on est bien contents. Ça nécessite-tu beaucoup de répétitions, tout ça? Bien, on pratique en fait une fois par semaine, à raison de 2 h 30 par semaine. Et à la fin de la session, quelquefois, on rajoute des pratiques supplémentaires là, pour Peaufiner le tout? peaufiner tout ça, mettre ça en place comme il faut, puis être sûr que tout va bien. Bon. Alors, bien sûr, quand on dit spectacle, on dit performance, puis il y a quand même des coûts là-dessus. Donc, il y a des coûts au niveau de l'entrée pour assister à ce spectacle-là. Oui, c'est ça. Les billets, bien, habituellement, ce billet-là, présentement, est à 12 pour le billet adulte. De 6 à 13 ans, 8 et 5 ans et moins gratuit. Alors, on a mis un coût minimal, dans le fond, pour avoir du public, que les gens viennent se faire plaisir à nous entendre.
Et nous, bien, on souhaite les rencontrer Et parce vous que... faire plaisir à ce qu'il y ait du Oui, monde. c'est ça, parce que dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens qui viennent. Alors, si on met les billets trop chers, bien, la population, on essaie de faciliter, en tout cas, l'entrée Le à spectacle peut beaucoup de durer monde. combien de temps? 1 heure et quart, à peu OK. près. Y a-t-il une Il y entracte a une petite là-dedans? Une petite entracte, oui. Fait que ça veut dire à peu près peut-être 1 heure et demie, 2 heures, le temps que tout commence puis que tout soit terminé, là, mais c'est Quand une on bonne heure. dit, puis la salle au centre communautaire, je veux dire, est quand même pas très grande, par C'est le ça. fait même, donc vous n'avez pas besoin d'amplification quand vous chantez. Là, Un petit peu, mais pas Ouais. tellement. C'est pas comme quand on va à l'église, par exemple. La salle du centre communautaire peut accueillir à peu près maximalement 150 personnes. Alors, nous, ça fait notre affaire parce qu'au printemps, on fait toujours un concert à moins grand déploiement. Comme c'est la fin de la saison, il faut que ce soit plus festif, plus léger. Donc, ça fait notre affaire d'aller au centre communautaire et ils nous reçoivent très bien. Hein. On est bien accueillis. Alors, on n'a pas un mot à dire. Là. C'est un bel endroit. C'est un endroit que vous connaissez et que vous fréquentez depuis Qu'on a plusieurs déjà années. chanté, oui, à plusieurs occasions. Là. Ah. C'est ça. Cette année, vous avez fait quoi? Combien de concerts en tout, là? Cette année, dans le temps des fêtes, on en a fait plusieurs. On en a fait 5, 6 dans le temps des fêtes. Cette année, au printemps, on en a 2. La semaine du 24 mai. Le 24 mai, en fait, on va chanter à la résidence des bâtisseurs avec le même répertoire. Et puis, peut-être qu'il va s'en rajouter quelques-uns aussi là, au début de l'été. Là. On est en train de voir où on pourrait produire le même concert. Alors, dans les circonstances, c'est quelque chose qui est comme un clin d'œil pour dire on fait notre fin de saison. Bien sûr, il y a une autre année qui s'en vient. Oui, Parce que, oui, bon, à après chaque ça, ça année, continue. ça se renouvelle. On essaie de recruter des nouveaux membres à chaque année. La session des fêtes est toujours un petit peu plus enrichie de nouveaux membres, là, parce que les gens aiment beaucoup les concerts de Noël. Donc, dans la session automne-hiver, c'est plus facile de recruter. Et après les fêtes, bien là, ça diminue un petit peu. Là. Ouais, on a tous des occupations. Oui, Mais évidemment. le fait de participer à un groupe, il y a une certaine discipline, il y a certains Oui, engagements. oui, fait c'est que- ça. Il y a des engagements. Hein. Quand on adhère à quelque chose, bien, il faut être constant. C'est ce qui fait qu'on réussit bien le spectacle aussi, hein, dans la C'est ça. constance. C'est ça. Fait que, mais c'est un engagement, en fait, de 2 heures et demie par semaine. Fait que c'est quand même pas énorme. Puis, dans le fond, quand on appartient à un groupe, bien, il y a un sentiment d'appartenance. On rencontre des gens, on peut échanger avec des gens. Il C'est y a du côté positif. Là. social là-dedans, là, Oui, c'est ça. il y a plusieurs aspects, dans le fond, qui ne sont pas négligeables là, quand on fait partie d'un groupe. Est-ce qu'il y a des jeunes là-dedans? Il y a des jeunes, on en a eu dans la vingtaine, là, il y en a moins. Là. On a quand même des personnes aux alentours de 40 ans, OK. mais c'est majoritairement plus des personnes plus Parce qu'on âgées. regarde dans les écoles, il y a toujours des cours qui se donnent, où il y a des Oui, c'est activités ça. parascolaires avec C'est ça. des On a harmonies et essayé autres. d'avoir des jeunes des écoles, par exemple, Mm-hmm. mais c'est difficile. Hein. Ils ont leurs activités aussi, l'harmonie scolaire, ils ont des chorales au niveau des écoles aussi. Donc, tout le monde a ses activités, tout le monde est très occupé, donc on peut juste essayer, mais on attend des réponses. Alors, c'est effectivement dimanche prochain. Oui, Alors, c'est le 21 mai. 21 mai. C'est dans l'après-midi, C'est dans l'après-midi. à 14 heures. Donc, je veux dire, ça fait une sortie agréable. Et les billets sont en vente au dépanneur Robin, des Éboulements, Oui, chez Dépanneur Vidéo DG ici à Baie-Saint-Paul, Exactement. chez Yvon Duchesne à Saint-Urbain Saint-Urbain. et au centre communautaire, bien sûr. Oui. À la porte, on va pouvoir s'en procurer aussi si on Aussi. est à la dernière minute. Exact. Puis à travers les membres de la chorale. À travers les membres de la chorale, c'est déjà en vente présentement. Là. Bon, ça va bien? Ça va se bien, passe oui, oui, ça se déroule bien. Bon, alors, chanter la bonne chanson. Mm-hmm. Un répertoire folklorique Oui. et populaire. Amusant, populaire, festif. gai. Je pense que ça va être un beau concert. En tout cas, on est bien préparés, puis on souhaite que les gens s'amusent hein, à venir nous rencontrer. Alors, surveillez TVCO, on va avoir des billets à vous faire tirer en plus. Oui, c'est ça. J'ai qui est apporté plaisant. 2 billets qu'on vous donne pour 2 personnes qui sont fidèles à TVCO. Donc, ça nous fait plaisir de vous les remettre. Bien, merci beaucoup. Merci Bon à vous. spectacle et longue vie à la chorale L'Écho des montagnes. Merci. Il y a de l'écho, écho, écho. Merci. Merci.
Alors, Mme Karine Horvat, présidente de la COFEC, et Mme Cathy Martin, directrice générale de Rêve d'automne. Bonjour. Bonjour. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, la COFEC, Oui, c'est l'abréviation de... Corporation des fêtes et événements de Charlevoix. qui supervise en soi 2 événements. Oui, principalement, c'est évidemment notre majeur et c'est Rêve d'automne, mais on effectue également la coordination du marché de Noël. Alors, 2 activités totalement différentes, mais très importantes pour Baie-Saint-Paul. Tout à fait, et sa région, oui. On ne parlera pas de la nouvelle saison immédiatement, mais on va parler du passé pour en venir au présent. L'an dernier, Rêve d'automne a reçu une délégation de la Chine. C'est une première que ces gens-là venaient ici nous voir à Baie-Saint-Paul. Oui, absolument. Donc, en fait, c'est ça, on a travaillé en collaboration avec l'Association Canada-Chine. Donc, c'est ce qui a permis vraiment d'aller chercher une délégation d'artistes chinois de renom, des artistes qui sont issus de l'Institut de peinture traditionnelle chinoise de Jiangsu. Et donc, oui, c'était une première pour eux. Ils étaient combien? Il y avait 5 artistes, dont la présidente en fait de l'Institut qui était présente. Donc, 5 artistes chinois, donc 5 peintres réputés. Oui. En tant qu'organisation, quand on reçoit des gens comme ça qui viennent de l'extérieur, ça oblige à quoi, dans le fond? Bien, c'est certain que la difficulté avec la délégation chinoise, ça a été au niveau de la communication, parce que nous, Karine et moi, on n'a pas eu le temps d'apprendre le mandarin. C'est pas évident. Et puis c'est ça. Eux, en fait, avaient, pour ainsi dire, aucune notion ni de français ni d'anglais. Okay. Donc, il y a eu une chance, on a eu des étudiants de l'Université McGill qui sont venus faire la traduction. Donc, ça a été une difficulté, mais malgré tout ça, donc, c'est certain qu'au fur et à mesure du temps, ben, les choses se sont placées, puis on a pu communiquer à travers les arts, etc. Mais il y a eu aussi, c'est toujours une adaptation, puis c'est ça qui est fascinant en même temps, c'est le fait que ce soit des cultures, on est de cultures très, très, très différentes. Ouais. Donc, autant au niveau de la nourriture qu'au niveau de la hiérarchie. En Chine, je veux dire, il y a un système de hiérarchie, on ne parle pas à n'importe qui, n'importe comment. En tout cas, il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est ce qui fait que ça a été une expérience très enrichissante avec les Chinois, vraiment. Est-ce que quand ils arrivent ici, eux, ils veulent s'adapter et découvrir, ou bien non, on se doit de respecter un peu leurs habitudes pour ne pas trop les dépayser, puis tout en même temps, parce qu'ils sont ici puis ils arrivent ailleurs, c'est totalement différent, comme vous le mentionniez. Alors, on veut les intégrer davantage. On avait un calendrier d'activités assez serré. Ben, c'est ça, c'est sûr que quand on parle d'échange, que ce soit d'un bord comme de l'autre, donc quand le désir, c'est d'aller à l'encontre des autres cultures, à l'encontre des autres artistes, donc c'est à chacun, en fait, finalement, de s'adapter. C'est certain que pour les Chinois, ça a été, il a fallu qu'ils s'adaptent. Ils n'avaient pas de référence au niveau linguistique ici. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a eu des moments où on a vraiment ri. Là. J'imagine, c'est cocasse, là. C'est ça. Ouais. Et puis, ben, les artistes québécois, c'est la même chose, donc s'adapter donc, à la culture chinoise, à d'autres façons de faire, etc. Et puis, c'est un défi, mais en même temps, on a cette souplesse de s'adapter en fait aux situations qui se présentent. Est-ce qu'il y a eu un bon mélange avec les artistes d'ici et avec eux? Bien, par le biais du Carrefour culturel Paul Médéric, ça a été, je pense, le lieu rassembleur qui a créé cette chimie entre les artistes. Dès l'ouverture, si on veut, le vernissage de l'exposition, ils ont même démontré leur talent, effectué sur place une œuvre. Donc, les gens, il y avait des élus, il y avait des intervenants touristiques de la région. Je pense qu'ils ont été à même de constater aussi que l'admiration qu'on pouvait avoir pour leur art. Et ça, déjà, je pense que ça a été le début de l'aventure, mais qui a comme, après ça, donné le ton sur toute la semaine d'activité. Ouais. Est-ce que vous avez eu un son de cloche suite à leur venue ici? Qu'est-ce qu'ils en ont retiré, eux? Bien, comme disait Karine, ils ont été très surpris parce que, comme ils se promenaient dans les rues de Baie-Saint-Paul, les gens les reconnaissaient, ils disaient « Ah, vous êtes les artistes de Rêve d'automne », et puis les gens manifestaient leur intérêt, puis ça les a vraiment, vraiment beaucoup touchés et surpris. Et puis, en effet aussi, donc, ils arrivent d'un institut très prestigieux en Chine où il y a vraiment juste une quarantaine d'artistes qui sont sélectionnés pour être dans cet institut. Donc, qu'ils viennent ici puis qu'on les reconnaisse, on reconnaisse leur talent, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui les a touchés. Ouais. L'accueil des gens, la chaleur des gens, je pense que
je pense que ça, c'est unique à Baie-Saint-Paul aussi. Donc, c'est quelque chose qui les a marqués. Puis là, ils nous attendent avec beaucoup d'impatience. Ben oui, là, c'est bientôt. C'est ce qu'ils là. nous disent. C'est très, très, très bientôt. Là. Oui. Alors, comment ça se prépare un voyage comme ça? Oh là, c'est Cathy, elle est dans la préparation, mais c'est beaucoup de travail. C'est ça, c'est en fait, encore une fois, c'est ce qui est passionnant et puis un petit peu difficile aussi, c'est qu'on fait affaire à des situations comme juste expédier des œuvres en Chine. Là, il faut apprendre qu'est-ce qu'on fait. On a travaillé en collaboration avec Jean-Louis des encadrements ici, qui nous a vraiment aidés. Donc, c'est tous des dossiers à découvrir. Et puis, une chance, les œuvres sont arrivées, ça y est, à Shanghai, donc on est très soulagés. Et donc, il faut les visas, il faut travailler tous ces dossiers-là, il faut découvrir toutes sortes de choses. Et puis, mais à date, ça va bien. Ça va bien, mais on improvise dans bien des domaines. Là, on va produire un catalogue aussi pour donc un catalogue avec les artistes. Mais je veux dire, c'est un petit peu, on apporte un petit peu de Baie-Saint-Paul en Chine, donc c'est beaucoup de préparatifs. Oui. Est-ce que c'est très concentré sur le festival Rêve d'automne, mais là, ça va au-delà de ça? Ce que vous apportez là-bas? C'est vraiment l'activité, c'est l'Institut de peinture traditionnelle qui reçoit les artistes de Rêve d'automne. C'est vraiment, on n'est pas dans le cadre d'un plus grand festival, c'est vraiment la délégation québécoise, canadienne est reçue spécialement là-bas à Nanjing. Parlant de la délégation, vous en faites toutes les deux parties. Oui. Il y a des artistes qui vous accompagnent, là. Oui, bien sûr, c'est un immense plaisir que nous avons d'accompagner les artistes. Moi, je le vois plus comme nous sommes accompagnateurs, ce sont les artistes qui vont être à l'honneur. Effectivement, donc, on peut les nommer. Oui. Alors, Humberto Pinochet, Jimmy Perron, Henriette Gagnon et Patricia Belrose. Donc, 4 artistes avec lesquels nous, on va être évidemment des fidèles admirateurs et accompagnateurs. Comment s'est fait le choix des artistes? Ça a-t-il été un concours, non? Ou ça a été davantage des gens qui participaient effectivement au Festival Rêve d'automne? Mais le volet international, ça requiert en fait des artistes qui, premièrement, donc, qui se distinguent par leur talent. Donc, ça, c'est certain, parce que là, ils vont aller représenter un événement, une région, une ville, une province, un pays à l'extérieur. Donc, le talent. C'est certain que ça nous prenait des artistes de la région. Donc, sur les 4 artistes, il y en a 3 de la région. Et aussi, ça prend des artistes qui sont capables de vivre en groupe, hein, parce que ça n'a pas l'air évident, mais je veux dire, les artistes vont devoir vivre vraiment en groupe, ensemble, voyager ensemble, etc. Donc, il y a des artistes qui sont ouverts à ça. Il y en a qui préfèrent faire des choses plus en solitaire. Donc, ça prend ce genre de dynamique-là. C'est pas toujours évident, effectivement. Il faut savoir qui sont nos artistes, comment ils sont. Oui, c'est une aventure humaine, artistique qui est exigeante quand même. Donc, ça prend une ouverture par rapport à ces gens-là. Là. Ouais. Mais... Oui, allez-y, mais moi, je voulais parler du programme aussi, parce qu'on a vraiment des visites intéressantes et inspirantes. Parce que c'est organisé, on vous attend là-bas. Là. Donc, on arrive, ça dure 8 jours? Oui. 8 jours sur place. Donc, on arrive, la délégation arrive, on est accueillis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, vas-y, Cathy, toi, tu as le programme. Mais de façon générale. Oui, ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est ça, nous, on veut aller aussi s'inspirer d'expositions, d'œuvres de musées. Rêve d'automne, on travaille, on essaie un peu à chaque année d'apporter des éléments nouveaux, d'être novateur dans la présentation des œuvres, des expositions, des artistes. Alors, pour nous aussi, c'est intéressant d'aller voir des lieux culturels et de pouvoir s'en inspirer pour apporter un peu, on disait, on apporte de Baie-Saint-Paul avec nos artistes, mais on veut aussi rapporter un peu de la Chine pour éventuellement travailler et essayer de voir quelles sont les opportunités qu'on peut avoir dans le domaine culturel, de la présentation d'événements comme celui de Rêve d'automne. Je ne sais pas si ce genre de voyage-là, je trouverais juste une parenthèse, en tant qu'artiste, tu arrives dans une autre culture, tu vois un peu comment tout ça fonctionne, comment qu'eux créent. Je ne sais pas si ça vient modifier un peu sa façon de faire par la suite, parce que, bon, c'est pas tous les jours qu'on vit ce genre d'expérience-là. Des fois, on est dans son cocon, dans son atelier, puis on travaille, comme on disait, seul. D'échanger comme ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut venir influencer le travail futur d'un artiste. D'après les témoignages qu'on a eus à date, là, parce qu'on a eu une délégation qui était partie au Japon, on se rappelle, Jean-François Racine, on a eu donc des échanges comme ça. Et puis les témoignages de ces gens-là, c'est
comme les artistes qui partent sont déjà ouverts à l'échange. Donc, c'est certain que ce sont des artistes qui sont prêts à recevoir de l'inspiration, etc. Donc, ils reviennent. C'est certain que ça a influencé leur travail. Et puis, on le voit par la suite. Je me souviens de Benoît Lévesque, qui était parti au Japon, un artiste de Rêve d'automne. Il est revenu, ces tableaux-là ont été à jamais marqués par l'influence asiatique. Donc, c'est certain que... Ça devient un mélange, puis ça s'est imbriqué dans leur façon de procéder. Mais je pense que ce sont des échanges vraiment enrichissants et puis c'est des expériences humaines qui marquent. Donc, on ne peut pas revenir. D'ailleurs, Karine et moi, peut-être que c'est la dernière fois que vous allez nous voir comme ça. Oh. Hein, on va avoir changé. L'avoir appris le mandarin. En peu de temps comme ça, peut-être pas. ça va être Mais on a des visites de musées prévues, des expositions, des conférences également. On a une conférence qui va être présentée par le département des arts de l'Université de Nanjing. Alors, ça va être intéressant aussi d'entendre, effectivement, d'être baigné par une culture Il n'y a pas trop de temps libre, si je comprends bien. Là, vous arrivez là, puis on est structuré, organisé. Aujourd'hui, jour 1, on fait ça. Oui. Absolument. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que donc il y a une exposition des œuvres des artistes québécois, ici, ouais. Donc à l'Institut. Vous allez représenter combien d'œuvres? Ça va être une vingtaine de tableaux, donc 5 tableaux par artiste. Donc ça va être une belle exposition donc, qui va être sur place. Ça va avoir lieu le 2e jour, donc on va arriver, on va se remettre un petit peu du décalage horaire, parce que là, c'est combien d'heures de voyage, ça? C'est 14 heures, juste le vol, juste pour y aller, ouais. on s'entend. Et puis après, il faut encore prendre un 2e avion. C'est un gros voyage, mais on va être en pleine forme, c'est sûr. Et le 2e jour de notre arrivée, il y a le vernissage de l'exposition. Et donc ça, c'est en collaboration avec l'ambassade du Canada, et avec le bureau du gouvernement du Québec sur place. Et on va avoir l'honneur d'avoir Jean-François Lépine, qui est le représentant du Québec en Chine, qui va être présent, donc qui va présider... Ancien journaliste à Radio-Canada, exactement. Très connu. Qui va être présent à l'occasion de ce vernissage-là. Donc, je pense que ça va être un grand moment pour tous. Oui. Puis c'est une belle vitrine pour ces artistes-là sur un autre monde. Oui. Ça ouvre des portes, là. Bien, pour les artistes, pour notre événement, Rêve d'automne sera en Chine. Donc, ce qui est bien dans nos volets internationaux, notre volet international, c'est qu'au fil des années, les expériences, les échanges qui ont été vécus avec le Japon, avec la France, avec le Mexique, etc., les liens ont continué par la suite. Ça fait qu'on pense que ce pont qui a été établi avec la Chine va, on l'espère, on le souhaite, va perdurer dans le temps et les échanges vont continuer, les échanges artistiques, etc. Oui. Là, vous allez dans un endroit spécifique, une province. Là, je vais vous laisser les nommer, je n'ai pas la province de Jiangsu, qui se situe où, grosso modo, par rapport à ce qu'on peut connaître comme les principales villes, disons Shanghai? Bien, la province de Jiangsu, en fait, est au nord-ouest, légèrement nord-ouest de Shanghai. C'est à peu près à 1 heure en train rapide, en TGV de Shanghai. Et donc, c'est une province qui est réputée, surtout la ville de Nanjing, est réputée pour la concentration d'artistes. Donc, la culture est très, très, très présente là-bas. Donc, je pense que les artistes et nous allons avoir accès vraiment à des infrastructures, avec des organismes, avec... quelque chose de très, très riche au niveau culturel et on va revenir avec, je pense, beaucoup de bagages C'est une région montagneuse, savez-vous? Ah, ça, par contre, je ne sais pas. Ouais, As-tu regardé? Non, on a pris quelques statistiques. Évidemment, on parle de 8 millions d'habitants là, dans la région. Où on va aller, évidemment, c'est un petit peu moins que Shanghai, où on parle de 22 millions d'habitants. C'est la province de Québec, quoi. des villes tellement populeuses où, effectivement, il y a une grande concentration, mais comme Cathy le mentionnait, c'est certain qu'avec le département des arts et tout ça, on va vraiment voir là, la portion culturelle de cette région-là, l'accueil des musées, des expositions. Alors, on va être vraiment dans le domaine culturel là, pendant... On va avoir les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Puis quand on sait que la culture chinoise est une culture millénaire, et puis au niveau des arts également, donc je pense qu'on va aller chercher des bonnes idées aussi pour des concepts d'exposition. On a beaucoup de choses à apprendre là-bas, je pense. On va revenir vraiment... C'est le but je suis jaloux, là, je vous envie, honnêtement. C'est pas tous les jours qu'on peut vivre. Mais c'est l'objectif d'une mission comme celle-là, effectivement, d'aller
s'inspirer, de faire connaître l'événement, mais d'aller s'inspirer aussi, puis de ramener des choses qu'on va pouvoir après transmettre ou communiquer. C'est le transfert, dans le fond, des connaissances qu'on va aller chercher. Puis ça, c'est Rêve d'automne. C'est pas la province de Québec, c'est ce que on a organisé ici dans Baie-Saint-Paul, Rêve d'automne, qui sort. Tout à fait. Qui s'en va pas s'exproprier, mais se donner une visibilité, quoi. Oui, se vendre à l'extérieur et Je pense effectivement que vendre des artistes. c'est une grande fierté parce que, comme on dit, on est un petit événement, mais un petit événement qui rayonne beaucoup, on le voit bien. Et puis, on est fiers aussi comme la Chine, par exemple. On a été approchés par les gens de l'Association Canada-Chine. Donc, la notoriété de Rêve d'automne, on vient chercher un petit peu, les gens de l'extérieur viennent nous chercher. Donc, ça, je pense que c'est une marque que notre événement rayonne. Oui. Et puis, la notoriété de Rêve d'automne est vraiment intéressante pour être exportée d'une certaine manière. C'est ce qui donne aussi une crédibilité au festival lui-même, là, dans sa raison d'être. Et Absolument. quand on organise à chaque année, bientôt, ça va être quelle 27e édition? Cette année. Alors, cette crédibilité-là, elle s'est construite au fil du temps. Puis aujourd'hui, quand on parle de Rêve d'automne à Baie-Saint-Paul, ça a une notoriété et une réputation par le fait même. Oui, notre volet international est important parce qu'à chaque année, dans la programmation, on développe régulièrement donc un volet international où on permet justement à des artistes, puis même parfois des artistes de Montréal, mais qui sont de culture chinoise ou même japonaise. Donc, on a eu russes aussi, Ouais. on a eu des gens de Montréal qui sont venus aussi découvrir donc la région de Baie-Saint-Paul par le biais de Rêve d'automne, la région de Charlevoix. Ça permet aussi, donc, à l'intérieur même de la province et du Canada, du pays aussi, de faire rayonner l'événement, puis d'avoir des artistes là, qui proviennent d'un peu partout. Alors ça aussi, ce volet international-là a des ramifications même, non seulement ici à Baie-Saint-Paul, mais dans la province de Québec aussi. Puis ça, c'est intéressant. Et constamment, on a des gens qui nous approchent, qui font des liens, qui tissent des liens avec nous, qui nous permettent de croire que d'année en année, on est en mesure de développer ce type de partenariat avec une autre région du monde. On a on peut les nommer, là, mais Ouais. depuis quelques années, les dernières... On a eu la Ouais, France, le ben, Japon. France, Japon, la Russie, les pays d'Afrique, le Mexique, le Chili. On a eu une année, on a eu un volet autochtone. Oui, Hein? oui. Et puis, on a eu le volet international pour les 25 ans de Rêve d'automne, donc 8 pays différents représentés, dont on avait le Pérou, on avait la Colombie, en tout cas, c'est ça. C'est un tour du monde qu'on peut faire Oui. sur Oui, place, pratiquement. tout à fait. Oui. C'est Puis génial. et ça continue cette année. Oui, c'est ça. Là. Oui. Là, on passe de la Chine et du koala en Australie avec les kangourous. Oui, bien, des pandas. Moi, je dirais plus le panda Les pandas, géant. oui. Oui, que le koala. Koala, on est plus dans la région de l'Australie. là. Oui, tout à Effectivement, fait. excusez-moi. Oui, je suis mélangé. Dans les fêtes, donc, l'Australie va être le pays qui va être mis en évidence dans la version 2017. là. Exactement. Une délégation australienne qui s'en vient. Et l'Australie est prête à recevoir des artistes québécois en Australie en 2018. Donc, un échange déjà bien... le travail de ce dossier est déjà bien avancé. Donc, c'est ça. On est en train de vraiment parcourir chaque continent. Donc je Ça pense s'annonce que- bien. Oui. Ça s'annonce bien. L'édition 2017 est pas mal avancée comme telle. Mais on ne dira pas tout. Non, On reviendra. On va réinviter, il faut en parler. Oui, on reviendra. En terminant, est-ce que je peux mentionner les collaborateurs certainement. qui rendent possible cette Certainement, belle parce que c'est aventure? très important, Oui, ouais. tout à fait. On les remercie évidemment. Donc, outre le travail là, assidu qui se fait par le conseil d'administration puis l'équipe de Rêve d'automne, on est reçu donc et on a comme collaborateur le département provincial de la culture de Jiangsu, l'Institut de peinture traditionnelle chinoise de Jiangsu, l'Association des échanges des arts et cultures, China-Canada, China, on va le dire en anglais, Canada Talent Communication, le Consulat général du Canada à Shanghai, le Bureau du gouvernement du Québec à Shanghai et M. Jean-François Lépine, comme on le mentionnait, donc, qui nous accueille, directeur des représentations du gouvernement du Québec en Chine et conseiller à l'ambassade du Canada à Comme on Pékin. peut voir, ça prend plusieurs organismes pour pouvoir faire en sorte que ça se concrétise. Oui, on les remercie énormément parce que ça rend possible cette belle mission dont on pourra venir éventuellement vous parler Oui, également. c'est ça le fun d'avoir. Oui. C'est une expérience. On pourra
parler du vécu, de l'échange. Qu'est-ce que vous en retirez, finalement? Exactement. Ah, ouais, ouais. Ah, ben, écoutez, Ah, mais c'est ça rendez-vous. ça promet vraiment une aventure incroyable. Les artistes sont très, très hâte, là. Et puis, Ouais, moi, j'ai rencontré Jimmy Perron récemment. Il m'a dit, ouais, mes valises sont prêtes, là. Il faut pas y aller limité comme bagage aussi, là, parce que, en tout cas, c'est pas évident, tout ça, là. Ouais. non, non, ça s'organise. Super. Alors, ça se passe du 1er au 8 juin, votre voyage. Vous partez le 1er, vous partez la veille? Le Le 8 30, directement? là, on est dans l'avion le 30 juin. 30 Le juin. 30 mai, pardon. 30 mai, bon. au 8 juin. Et voilà. Mais madame, bon voyage. Merci. Merci pour votre visite. Merci Et on a beaucoup. hâte d'avoir des échos de tout ça. Merci de nous avoir permis d'en parler. C'était Ben, intéressant. Plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Madame Caroline Perron, directrice du musée des Moulins de l'Île aux Coudres. Bonjour. Bonjour. On parle des moulins, une histoire d'eau, une histoire de vent, parce que c'est assez particulier. C'est pratiquement unique d'avoir les deux types de moulins au même endroit. Tout à fait, c'est unique. Alors, les gens qui viennent nous visiter ont la chance de pouvoir visiter à la fois un moulin à eau et un moulin à vent au même endroit avec leur mécanisme pouvant faire farine. Alors, c'est unique, c'est exceptionnel. Puis c'est pas d'aujourd'hui que ça date, là. Ça a plus de 200 ans pratiquement, ces moulins-là, là. Tout à fait. Le moulin à eau, à la base, c'est lui qui a été construit en 1825. Il y avait un problème avec la rivière, on manquait d'eau, donc ça ne suffisait pas à avoir toute la farine dont dont avaient besoin les insulaires. Alors, c'est 10 ans plus tard qu'en 1836, ils ont construit le moulin à vent, justement, pour essayer de pallier au manque de farine. Ça pour dire que ça fait longtemps qu'il y a du monde sur l'île. Ça fait longtemps et même, je vous dirais qu'avant ça, il y avait eu encore même plusieurs moulins à vent qui avaient existé. Mais le vent n'était pas constant, donc il y avait toujours un manque. Donc, on pensait qu'avec l'avenue d'un moulin à eau, tous les problèmes allaient être réglés. Mais étant sur une île, le réseau hydrique est quand même fragile. Donc, on avait mal évalué le débit de la rivière. Alors, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux moulins à proximité l'un de l'autre. Puis quand on parle d'une île, normalement, on se dit on est en plein milieu du fleuve, il devrait y avoir du vent. Ça, c'est officiel. Hein? C'est ça qui était le défi, finalement. C'est ça, parce que faut dire aussi, c'est un très bon point, c'est que le vent, pour faire moudre, pour faire tourner un moulin à vent, ça prend un vent très fort. Alors, en bas de 35 km/h, et ça prend aussi de façon constante. Le vent du nord est très peu constant. Alors, ce qui faisait que quand on entend parler les meuniers, là, c'est vraiment le vent du sud-ouest qui était le vent parfait, constant. Donc, quand le vent du sud-ouest arrivait, était au rendez-vous, souvent c'était pour 2 à 3 jours. Alors, le meunier pouvait travailler sans arrêt, sans se coucher pour profiter de ce vent-là qui était parfait pour la mouture. Mais le vent du nord, qui lui pouvait faire en sorte que, bon, à un moment donné, c'était 20 km, à un moment donné, c'était 40 km. Alors, c'était très dangereux et très difficile pour le meunier et aussi pour son moulin. C'est tout un gros mécanisme qui est à l'intérieur de ça. On voit la grande roue, là, mais chose certaine, ça fait tourner des éléments à l'intérieur du moulin pour moudre. Là, ça travaille fort à l'intérieur, là, ce mécanisme-là. Oui, dans le fond, c'est pour tout mettre en marche, les engrenages. Et aussi, on a un système de voile sur le moulin à vent. Donc, quand les voiles sont mis, un peu comme un voilier, là, si à un moment donné, le vent se lève subitement, et qu'on est pleine voile, qu'on a cargué notre moulin, si vous me permettez l'expression, pleine voile, alors ça peut faire en sorte que là, le moulin peut s'emballer et justement, ça occasionne des bris et à la fois au mécanisme. Ouais, on ne peut pas le contrôler comme on veut. Y a-t-il des freins là-dessus? Bien oui, il y a un frein. Ouais. Oui, alors la question, comment on fait pour arrêter un moulin? Il y a un frein qu'on peut appliquer. C'est vraiment un système qui vient exercer une pression sur le principal engrenage, mais lors de forts vents, ce n'est pas assez pour faire arrêter le moulin. Et là, j'ai tellement un beau terme à vous partager, c'est qu'on se doit de déventer. De le déventer, moulin. OK. Oui, alors ça, c'est nos amis français. On dévente le moulin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on tourne le toit.
Alors, tout simplement d'un sens opposé pour qu'il n'y ait plus de vent à ce moment-là. Parce que le toit est mobile. Tout à fait, 360 degrés, on fait des démonstrations. Autrement dit, on va chercher le vent là où il est. Oui. OK. Alors, le toit est juste déposé sur la structure cylindrique. Et si le vent est du côté, comme je vous disais tout à l'heure, sud-ouest, à ce moment-là, on l'oriente dans cette direction-là, les ailes. Et sinon, bien, on tourne le toit dans une autre direction. Et ça, c'est fait à bras d'homme, c'est-à-dire il n'y a aucun mécanisme, aucun moteur. Alors, le meunier doit travailler fort là, pour vraiment, ça prend beaucoup de force physique pour faire tourner le toit qui est très lourd. C'est un métier assez particulier, là. Oui, je vous dirais que c'est particulier, c'est dangereux, c'est physique et ça demande beaucoup d'attention. Aussi, il faut tenir compte qu'on est dans un contexte touristique. Alors, dans un contexte touristique, il faut assurer une très bonne sécurité. Alors, c'est là qu'on voit l'ingéniosité quand même des gens du temps qui avaient moins de technologie d'aujourd'hui. C'était réfléchi. Écoutez, ces gens-là étaient, comme vous le dites, des génies. Les visiteurs, les commentaires, c'est merci d'avoir gardé les moulins de la façon traditionnelle dont ils fonctionnent, justement pour se remémorer l'ingéniosité de ces gens-là dans un souci de survie. C'était la base même, l'alimentation, tout à fait. Alors, on est comme privilégiés, ça vaut le détour, comme on dit, puis si on va à l'île, il y a une petite croisière, on s'en va s'instruire, quoi. Tout à fait. Les moulins sont toujours en opération, eux autres. Oui. On y fait quoi? Alors, quand vous venez nous visiter, on a une très belle boutique. Alors, notre équipe travaille fort. J'ai une très belle équipe derrière moi, évidemment. Et notre boutique, c'est presque un petit musée. Alors, on a plein de produits régionaux. On vend la farine qui est moulue dans le moulin à eau. C'est important de le dire parce que le moulin à vent ne peut pas faire de farine de façon continue et avoir une très belle qualité. C'est vraiment compliqué. Alors, la farine qui est vendue dans la boutique est produite avec notre moulin à eau. On a différentes salles d'exposition aussi qui vous permettent de bonifier la visite. Vous entrez à l'intérieur du moulin, il y a de l'interprétation. On a même, soit des guides accompagnateurs, on a même un vidéo-guide qu'on peut vous offrir. Le vidéo-guide, c'est un petit bijou. C'est très actuel, c'est à la fois auditif et visuel. Et on vous dévoile du contenu qu'on ne pourrait vous dévoiler autrement, du contenu de nos archives. Et en bonus, c'est que Mme Caroline Desbiens, notre artiste insulaire, fait la narration. Alors, quand on a ce type de programme-là, on se promène puis on peut découvrir à notre rythme ce qu'il y a. Tout à fait. Alors, c'est encore un produit qui n'est pas très connu au Québec. Nous, il y a des gens qui vont être un peu hésitants. « Ah, moi, ce type d'appareil-là, c'est de type iPod. » Mais c'est très convivial. Alors, simplement, glissez le doigt sur l'écran. C'est des capsules, ça vous accompagne. Si vous ne voulez pas tout écouter la capsule, vous avez moins de temps, vous pouvez passer à la suivante. Donc, tout le monde peut utiliser notre vidéo guide. C'est principalement un produit qu'on offre en début et fin de saison, étant donné qu'on a moins de guides animateurs. C'est sûr que pour la clientèle familiale, rien de mieux que d'avoir un guide, parce que c'est sûr, quand on a de jeunes enfants, ça demande un petit peu plus d'attention, mais on y va toujours à notre rythme. Puis on peut faire aussi la visite de façon autonome, parce que les gens, on a quand même un plan très détaillé et on a toute l'interprétation bilingue qui est offerte tout au long du parcours. Qui dure en moyenne avec un guide 45 minutes, mais là, ça va être variable. Vous allez avoir des nouveautés cette année? Oui, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a travaillé beaucoup notre circuit de visites guidées accompagné d'un guide animateur, justement pour répondre des fois à des gens qui disent, bien moi, j'ai un petit 15 minutes, là, et le reste, ils veulent le faire par eux-mêmes. Et aussi, avec l'expérience, c'est qu'on a des gens à mobilité réduite. On veut leur offrir une visite parce qu'on sait que le site n'est pas accessible partout. Le terrain et même l'accès au bâtiment ne le permet pas. Mais on a développé une visite accompagnée d'un guide. Ils peuvent même aller au rez-de-chaussée du moulin à eau, voir les mécanismes, voir la grande roue fonctionner. Alors, c'est ça qui est impressionnant. On voit la roue à l'extérieur. La roue, il n'y a rien qui vous empêche visuellement de la voir démarrer, de la voir s'arrêter. Alors, même pour les gens à mobilité réduite, on est en mesure d'adapter une visite pour ces gens-là. Ah, bien, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Donc, on n'a pas de raison de ne pas y aller. Tout à fait. On dit que le moulin est opérationnel, mais on fait quoi? Quelle sorte de farine que l'on fait? On fait 3 types de farine. Alors, on fait la farine de blé, évidemment, blé entier, la farine de sarrasin
Et on a ajouté, là, il y a quelques temps, à peu près 2 ans, la farine de seigle. Alors, c'est sûr que la farine de blé entier, les gens le connaissent principalement. Mais la farine de sarrasin, qui est notre plus gros vendeur en passant, n'est pas encore très connue des gens localement. Connue, mais peut-être délaissée. On se rappelle que le sarrasin était un peu Ça comparé avait une réputation un petit peu négative. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se nourrissaient à l'époque que du sarrasin, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à manger. Donc, on l'avait même surnommé le blé des pauvres. Mais c'est dommage, parce que le sarrasin a des vertus nutritives extraordinaires. Donc là, les gens se le réapproprient, non pas parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à manger, mais justement parce que c'est bon pour la santé. On redécouvre. Tout à fait. Alors, on fait des dégustations. Ça a un goût, là. Mais ça a un goût particulier, un petit peu plus fort. Et dans le petit format qu'on a, nous, la petite pochette de tissu que les gens connaissent. Vous l'avez ici, je pense. Oui, Hein? c'est ça, on va vous la montrer. montrer. Ben Alors, oui. ce petit format-là, nous, on a développé la farine régulière. Alors, un petit peu plus fine au goût. Alors, écoutez, le sarrasin, autrefois, on mangeait ça avec de la mélasse, on mangeait ça avec du sirop d'érable. Avec ce que l'on avait. Ce qu'on avait, c'était principalement, dans le fond, la mélasse, le mets de base qu'on retrouvait. Et les gens travaillaient fort, de dur labeur, et avaient quand même les bons nutriments pour pouvoir faire une bonne journée de travail. Mais aujourd'hui, on peut y ajouter une petite touche de fromage, même pour les enfants, une petite touche de Nutella, banane, c'est gagnant avec le sarrasin, tout à fait. Ben oui. Et on a le seigle également, qui est nouveau, que les gens connaissent moins. Puis le sarrasin n'est pas une céréale. Non, le sarrasin, les gens la considèrent à tort comme une céréale, mais c'est vraiment le fruit d'une plante. Alors, la plante de sarrasin, c'est vraiment une belle feuille, un peu plus grosse, et qui fait une fleur blanche. Et quand la fleur vient à sécher, à ce moment-là, ça devient un petit grain noir, qui est le sarrasin. Et qui devient très fine. Puis la farine est quelle couleur, elle? La farine est grisâtre. Il y a différentes variétés de sarrasin. On entend beaucoup des gens du côté de l'Est, du Nouveau-Brunswick, qui, eux, ils appellent le sarrasin vert. Il y a des différentes variétés, mais nous, ce qu'on mousse, c'est le sarrasin noir, donc la farine est plus grisâtre. Puis toute farine confondue, blanche comme on la connaît dans les farines commerciales, c'est pas tout à fait ce qui est le plus naturel. Non, parce que si vous venez chez nous au moulin, et là, on vous montre quand la farine sort du moulin, même la partie la plus pâle n'est pas blanche comme celle qu'on achète usuellement en magasin. Donc, c'est parce qu'il y a eu des agents blanchiments, des additifs qui ont été ajoutés. Donc, c'est certain que d'un point de vue nutritif, il faut privilégier les farines naturelles, comme la biologique et tout ce oui, qu'il y a. tout à fait. Voilà. Si on va au musée, il y a des expositions aussi. Oui. On a l'exposition Alfred Desgagnés. Alors, hommage à l'ouvrage qui est toujours actuel. Cette exposition-là, on peut pas s'en tanner. Il y a tellement de choses à découvrir. Alors, il faut venir la voir et revenir parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est vraiment à partir de pièces de sculpture. Ensuite, il y a la salle Pierre Perrault qu'on diffuse en continu les films de Pierre Perrault. Et l'année dernière, un beau petit cadeau qu'on a eu, c'est le partenariat avec Caméramage qui est venu s'installer dans la salle Pierre Perrault pour justement compléter l'offre de C'est un montage audiovisuel? C'est une expérience. Une expérience audiovisuelle. Oui, une expérience audiovisuelle. On a travaillé avec la trilogie Caméramage. Ça fait référence, entre autres, Jimmy Perron, qui fait partie de cette trilogie-là. Et on a aussi Simone D'Ambrosio, René Journeau. Alors, on a travaillé avec ces gens-là pour faire une adaptation du projet d'origine il y a quelques années qui avait été créé pour vraiment l'intégrer dans la salle Pierre Perrault. Alors, ça dure à peu près une quinzaine de minutes. Vous mettez un casque d'écoute et là, vous avez une expérience audiovisuelle unique. Extraordinaire, tout à fait. Et je dois vous dire qu'aussi, il y a des témoignages extraordinaires d'insulaires dans ce montage-là, dont, entre autres, M. Donald Dufour, qui était un collaborateur à la fois de toutes ses connaissances sur l'histoire, qui nous a quittés. Donc, c'est un très bel hommage qu'on lui fait. On a pu l'enregistrer, donc garder en archive. Garder. Alors, quand moi, je veux revoir Donald à ce moment-là, j'ai la belle possibilité au moulin, tout à fait. Récemment, vous avez eu une belle nouvelle parce qu'avec le domaine ou le regroupement des 7 lieux, il y a une subvention là, qui vous a été accordée. Là. Oui, dans le fond, le regroupement des 7 lieux, c'est 7 institutions muséales à travers tout Charlevoix, du côté de l'Est, du côté de l'Ouest.
On travaille ensemble, ça fait une dizaine d'années, pour justement faire des actions communes de promotion, pour inviter les gens, localement, régionalement, à venir nous visiter. Et là, c'est sûr qu'on n'avait pas de ressources permanentes, alors on faisait ça nous-mêmes. Mais on a monté un projet qui a été présenté au ministère de la Culture et ça a été reçu. Donc, on va monter un projet promotionnel sur 2 ans pour se doter d'outils et on va à ce moment-là avoir l'appui d'un professionnel qualifié qui va nous soutenir. Entre autres, je pense à l'année passée qu'on avait fait un samedi 26 mai. On avait été dans tous les dépanneurs de la région. On avait même, avec CIHO, les directeurs étaient déplacés pour aller remettre des petits dépliants publicitaires pour se faire connaître. Alors, il y a toujours des actions qui se sont faites. Dans le fond, c'est dans le but d'augmenter la visibilité de ces lieux-là. Oui, parce qu'on dit... D'attirer des nouvelles personnes. C'est ça. Et ensuite, c'est que c'est les gens régionalement qui vont venir nous voir, vont devenir des multiplicateurs par la suite. Tout est là, tout est là. Puis quand on dit de gens, il y a quoi, une trentaine de mille de personnes qui passent annuellement chez vous? Oui, nous, on a beaucoup de gens... C'est la population de Charlevoix, celle-là, là? On a beaucoup de gens de l'extérieur. On a quand même de Montréal, ses environs et même à l'international. Mais les moulins, c'est sûr, ça amène une attirance parce que ça rappelle notre histoire. Et on a quand même plus de 30 000 personnes qui franchissent le seuil de notre accueil et ne serait-ce qu'ils reviennent l'année d'après pour acheter la farine. Et sur ce nombre, plus de la moitié franchissent justement le circuit pour faire la visite guidée au complet. C'est quand même très, très, très notable en termes de quantité de personnes là, qui visitent. Là. Oui, je vous dirais qu'on est parmi les lieux culturels qui attirent le plus grand nombre de personnes. Et il faut mentionner qu'on est ouvert 6 mois. Alors, c'est-à-dire de la mi-mai à la mi-octobre. Tout à fait, oui. En 6 mois, ça fait du bon. En 6 mois, oui. Ça garde son monde occupé. Oui, vous êtes combien de personnes, grosso modo, à travailler l'été? Je vous dirais qu'avec les guides étudiants, une dizaine de personnes. C'est sûr qu'à temps plein, moi, je suis là à temps plein. On a beaucoup de travail à faire l'hiver pour préparer nos saisons. Différents projets aussi de restauration nous occupent. Pour garder des moulins en bon état, ça demande beaucoup de travail. Et je suis assistée par une adjointe qui m'accompagne aussi. C'est de l'immobilier. Puis l'immobilier, ça demande de l'entretien. Tout à fait. Hein? Il n'y a pas à sortir de là. Pour se rendre chez vous, parce que là, on dit qu'il y a 30 000 personnes, mais on invite la population de Charlevoix à découvrir ces bijoux. Et souvent, on est mauvais touristes chez soi ou on connaît mal sa région. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher, dans le fond, aller vous voir. Là. Non, bien, vous savez, quand vous venez chez nous, à l'île aux Coudres, en plus, on vous offre une croisière gratuite. Ben, hein? Donc ça, c'est pas rien. Alors, oui. c'est presque... Une belle introduction. Tout à fait. Une fois que vous avez arrivé à l'île aux Coudres, à ce moment-là, les moulins se trouvent vraiment à 8 km. Mais l'île aux Coudres, on sait que c'est un peu plus de 23 km de tour, donc ça se fait très bien. Il y a un droit d'entrée pour faire la visite, le circuit, évidemment. On a différents forfaits. Si vous venez en groupe, tout est affiché sur notre site Internet. Mais si parfois vous voulez juste venir nous voir, vous procurer de la farine fraîchement moulue, notre boutique en soi, comme je le disais tout à l'heure, c'est presque un petit musée. Beaucoup d'artisans locaux, de l'artisanat, on en trouve peu. Alors, nous, on est une belle vitrine pour ces gens-là qui travaillent de leurs mains, même aussi au niveau des souvenirs, différents souvenirs. Et pas juste de l'île aux Coudres, de tout Charlevoix. Aussi différents. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook. Là, on a un plaisir à faire connaître. Vous avez votre page Facebook. Oui, tout à fait. Les moulins de l'île aux Coudres. Oui, tout à fait. Et vous avez un site Internet aussi, donc on peut aller chercher d'informations. Donc, c'est facile de vous rejoindre, là. Oui, Instagram. On est quand même assez présent sur les réseaux sociaux, que ce soit la vidéo, la photo, et on partage beaucoup cette visibilité-là avec nos partenaires, que ce soit des gens en plus dans l'agro-touristique ou que ce soit des artisans. Ah, c'est génial. Bien, ça vaut le détour, encore une fois. Madame Caroline Perron, directrice du musée des moulins de l'île aux Coudres. On parle toujours d'une histoire d'eau puis de vent, parce qu'il y a les 2 moulins sur place. C'est unique en Amérique. Tout à fait. Il faut le dire. Merci beaucoup pour votre visite. Bien, merci.
Et voilà, une autre émission à votre service qui s'achève. Merci à nos invités. Merci à vous de votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur nos ondes. Même heure, même poste, comme on dit. D'ici là, bonne semaine et gardez le sourire.